1984. Saconex d'Arves, en Suisse. Un mouvement religieux ésotérique est fondé. Il s'appelle l'Ordre du Temple solaire. En 10 ans, il causera la mort de 74 personnes en Suisse, en France et au Canada. L'Ordre du Temple solaire est fondé par Luc Jouret et Joseph Dimambro. Cette création résulte de la fusion de la fondation Golden Way et de l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire. Joseph Dimambro, surnommé Jo, était bijoutier au sein d'une entreprise spécialisée dans le dégrossissage de l'or. Il deviendra le stratège financier et l'organisateur principal de l'Ordre du Temple solaire. Luc Jouret est un naturopathe belge dont les conférences séduisent des personnes ouvertes à l'ésotérisme. Médecin versé dans l'homéopathie, il devient le visage public et charismatique du mouvement. Michel Tabachnik, chef d'orchestre suisse, devient l'idéologue du groupe. Avec Dimambro et Jouret, ils forment le triumvirat qui structure la doctrine de l'Ordre du Temple solaire. L'OTS se veut un prolongement très lointain de l'Ordre des Templiers, un ensemble religieux et militaire né au XIIe siècle en Europe. Les idéologues de l'OTS intègrent à ce mythe des croyances diverses et hétéroclites. La doctrine centrale de l'OTS: il existerait des grands maîtres résidant sur l'étoile de Sirius, guidant l'humanité vers l'éveil spirituel. Ces grands maîtres communiqueraient avec Joseph Dimambro lui-même, le fondateur. À coups d'articles dans les médias et de spots publicitaires, l'ordre présente l'image d'une communauté d'hommes et de femmes proches de la terre, de la nature, vivant dans le bonheur. Cette façade dissimule une réalité bien plus sombre. En 1989, la secte de l'OTS compte 442 membres, français, suisses et canadiens pour la plupart. Le mouvement vit au grand jour, recrutant dans des milieux instruits et influents. Au sommet de son influence, le mouvement compte environ 600 adeptes instruits et influents. Le mouvement a marqué l'opinion par l'ampleur des horreurs commises, selon le journaliste québécois Marc Laurando. Parmi les adeptes recrutés se trouvèrent des cadres d'Hydro-Québec et un maire québécois. Le recrutement de l'OTS ciblait des personnes éduquées et professionnellement établies, loin du profil habituel attribué aux victimes de sectes. En France, l'ordre comptait sur la présence de membres de la famille Vuarnet, qui faisaient partie du gratin du sport et de la mode. Jean Vuarnet, champion olympique de descente à Squaw Valley en 1960, fondateur de la marque de lunettes de soleil du même nom. Patrick Vuarnet, né à Évian en 1968, troisième enfant d'Édith et Jean Vuarnet, mène une carrière de golfeur professionnel. Il devient membre de l'OTS en 1992, après avoir assisté à une conférence de Luc Jouret. Devenu en quelques mois un proche des leaders de l'OTS, Patrick Vuarnet en gravit rapidement les échelons. Il participe à de nombreux rituels et à des voyages initiatiques en Israël et en Égypte. Derrière la façade se cache une réalité plus obscure. Un cercle d'initiés entoure Luc Jouret et Joseph Dimambro. Les deux gourous leur font croire qu'ils appartiennent à une élite capable de survivre à l'apocalypse. Le cocktail mystico-ésotérico-religieux servi par Joseph Dimambro, à grand renfort d'effets spéciaux, convainc la plupart des adeptes. Jocelyne Dimambro, épouse du fondateur, orchestre des trucages et illusions lors des cérémonies. Une cérémonie particulièrement élaborée est mise en scène dans la crypte de l'ordre. Une épée touchant le ventre d'une jeune femme devant l'assemblée, suivie d'un éclair de lumière. Cette mise en scène vise à convaincre les adeptes de pouvoirs surnaturels de conception théogamique. Dimambro projette que Dominique Bellaton, une jeune femme toxicomane qui avait rejoint l'ordre à la demande de ses parents, devienne la mère porteuse de cet enfant cosmique. En réalité, Dominique est la maîtresse de Dimambro et déjà enceinte de quelques semaines. L'enfant, nommé Emmanuel, mais désignée sous le nom de Chris en tant que porteuse du Christ, naît le 22 mars 1982. Elle mourra avec ses parents le 4 octobre 1994 à Salvannes, en Suisse, à l'âge de 12 ans. Camille Pilet, horloger fortuné, devient dignitaire de l'OTS et son principal bailleur de fonds. Sans son financement, l'ampleur des activités et des propriétés de l'ordre n'aurait pas été possible. Joseph Dimambro, accompagné de Camille Pilet et Alexandre Borgeaud, achète un terrain à Salvan, dans le canton du Valais, et y fait construire 3 chalets. L'un d'entre eux est destiné à Luc Jouret, qui occupe celui de Dimambro. Depuis 1985, 4 membres influents de l'OTS, Joseph Dimambro, Luc Jouret, Dominique Bellaton et Camille Pilet, sont propriétaires de 2 chalets divisés en 4 appartements.
numérotés 197, 197A, 199 et 199A, situés côte à côte à Morin Heights, au Québec. L'Ordre du Temple solaire développe des structures dans au moins 3 pays, la Suisse, la France et le Canada. Cette dimension internationale rendra l'enquête particulièrement complexe après les premiers drames. Robert Falardeau devient le chef de l'Ordre du Temple solaire au Québec, après que Luc Jouret abandonne certaines de ses activités et devient entièrement dépendant de Dimambro. Jouret est destitué de ses fonctions de grand maître, rôle confié à Falardeau. Robert Ostigui, maire de la municipalité de Richelieu au Québec, est l'un des membres les plus en vue de l'OTS au Canada. Sa présence dans les rangs de la secte illustre le profil social élevé de nombreux adeptes. Jocelyne Grandmaison, journaliste au Journal de Québec, est également membre de l'OTS. Sa présence dans la secte montre que le recrutement touchait jusqu'aux professionnels des médias, censés exercer un regard critique. Jean-Pierre Vinet, ancien cadre d'Hydro-Québec, est également un membre influent de l'OTS au Canada. Les médias québécois de l'époque le décriront comme le 4e homme de l'OTS qui saurait tout. Une enquête interne d'Hydro-Québec établit que Luc Jouret a donné 7 conférences payées à des employés de l'entreprise. Ce fait, documenté par la presse québécoise de l'époque, illustre la pénétration de l'ordre dans des institutions respectées. L'arrestation de Luc Jouret au Canada, qui souhaitait se procurer des armes à feu, suscite la panique au sein de l'OTS. Cette arrestation pour détention illégale d'armes dérègle la machine de la secte. Suite à cette arrestation, la contestation interne se fait de plus en plus forte au sein de l'ordre. Des pourvoyeurs de fonds prennent leur distance. L'argent commence à manquer. La paranoïa s'empare des membres restants. Face aux critiques croissantes émanant des membres de l'OTS, Joseph Dimambro décide de réorienter son discours. Il commence à prêcher l'idée d'un transit vers une autre planète. Le mot « transit » désigne en réalité la mort volontaire des adeptes. Au printemps 1994, Joseph Dimambro convoque l'ensemble des membres et adeptes de l'OTS. Il leur annonce que la mission du Temple touche à sa fin et que les dirigeants de l'ordre vont disparaître sur l'étoile Sirius. Dans un premier temps, l'objectif des dirigeants de l'OTS est d'éliminer les traîtres à l'ordre. Antonio Dutoit, ayant critiqué la mégalomanie, les supercheries et les malversations des dirigeants, est considéré comme un traître devant être exécuté selon un rituel précis. L'enfant d'Antonio et Suzanne Dutoit, prénommé Christopher Emmanuel, est identifié par Dimambro comme étant l'Antéchrist. Il doit également être éliminé pour prévenir sa réapparition, selon la croyance délirante du fondateur de l'ordre. 2 chevaliers de l'ordre sont chargés de cette mission d'exécution de la famille Dutoit. Cette planification documentée précède de quelques semaines les massacres collectifs d'octobre 1994. En août 1994, Géry et Colette Genoux quittent la Suisse pour le Canada, où ils achètent du matériel destiné à déclencher un incendie. Cet achat documenté précède directement le massacre de la famille Dutoit. Dans les heures précédant les massacres de Cheyry et Salvanne en octobre 1994, Patrick Vuarnet est sollicité par Joseph Dimambro pour régler 2 points logistiques précis: l'envoi de 300 lettres testament et la remise de voitures de location. Jean-Pierre Lardanchet, devenu commandeur de l'OTS pour la région parisienne, participe à des réunions à l'hôtel Bonivard de Montreux, en Suisse, en compagnie de Dimambro et Jouret, quelques jours seulement avant les premiers massacres. Christiane Bonnet, psychothérapeute à Genève née en 1945, adhère à l'OTS après une conférence de Luc Jouret en 1988. Les jours précédant la découverte des massacres, elle est en contact à plusieurs reprises avec Luc Jouret. Christiane Bonnet et Jean-Pierre Lardanchet sont tous 2 auditionnés par la police suisse après les massacres. Faute de preuves matérielles suffisantes, ils ne sont pas poursuivis à l'époque. Lardanchet est même placé en garde à vue avant d'être relâché. Le 30 septembre 1994, 5 corps calcinés sont découverts dans un incendie dans un chalet de Morin Heights, au Québec. Il s'agit des dépouilles de la famille Dutoit, assassinée parce que le père voulait quitter l'ordre. Antonio Dutoit et son épouse Suzanne sont assassinés, ainsi que leur bébé, Christopher Emmanuel, désigné par Dimambro comme l'Antéchrist. Le père avait critiqué la mégalomanie et les malversations des dirigeants de l'ordre. Le 5 octobre 1994, en Suisse, 23 cadavres sont retrouvés dans un chalet à Cheyry. 10 hommes, 12 femmes et un enfant.
Une cinquantaine de victimes au total sont retrouvées ce jour-là dans 2 fermes abandonnées du canton de Fribourg. Le même jour, 25 autres victimes sont découvertes à Salvan, dont 6 enfants. Parmi ces victimes sont identifiés Joseph Dimambro et Luc Jouret eux-mêmes, ainsi que Dominique Bellaton et leur fille Emmanuelle, l'enfant cosmique. Ces 3 incendies, Maureen Heights, Sherry, Salvan, causent la mort de 53 personnes au total. C'est le premier grand massacre de l'ordre du Temple solaire, documenté avec précision par les enquêtes suisses et canadiennes. Sur place, des boîtes de médicaments, somnifères et opioïdes sont retrouvées près des corps. Des peluches et des bonbons sont retrouvés près des plus jeunes victimes. Ces détails sont documentés par les enquêteurs suisses et canadiens. Bien que certaines victimes aient les mains liées, elles ne semblent pas avoir résisté. Elles sont disposées en étoiles sur le sol, selon les constatations des enquêteurs. Cette disposition rituelle est cohérente avec la doctrine du transit vers Sirius. Certaines victimes avaient été étouffées à l'aide de sacs plastiques. D'autres avaient été tuées par une balle dans la tête. Cette multiplicité des méthodes documentées suggère que tous les transits n'étaient pas volontaires de la part des victimes. Les enquêteurs suisses pensaient déjà que le carnage était le fait d'une secte. Ils s'appuyaient notamment sur la tenue vestimentaire de certaines victimes qui portaient une cape ornée de symboles sur le dos. Les fermes du canton de Fribourg avaient été incendiées avec plusieurs bidons d'essence. Ce détail établit la nature criminelle et délibérée des incendies, qui ne pouvaient pas être accidentels. Joseph Dimambro et Luc Jouret, fortement suspectés au début de l'enquête, restaient introuvables. Des mandats internationaux sont lancés contre eux. Les enquêteurs ne connaissaient pas encore leur destin macabre. Les 2 dirigeants sont identifiés quelques semaines plus tard parmi les corps calcinés. Luc Jouret, 46 ans au moment du drame, et Joseph Dimambro, 70 ans, étaient eux-mêmes morts avec leurs propres adeptes. Les médias québécois de l'époque titrent que les Vuarnais faisaient partie de l'élite de l'ordre du Temple solaire. Luc Jouret est finalement retrouvé parmi les victimes, ce qui confirme qu'il n'a pas survécu au massacre qu'il avait organisé. Au Canada, la Sûreté du Québec mène l'enquête sur le terrain. 9 personnes du Québec trouvent à la mort dans ces premiers massacres, dont Robert Ostigui, maire de Richelieu, Jocelyne Grandmaison, journaliste, Robert Falardeau, chef de l'OTS au Québec, et Jean-Pierre Vinet. Le 19 novembre 1994, le Québec apprend par le biais des journaux que les membres de l'OTS présents à Sainte-Anne-de-la-Pérade ont définitivement quitté la ferme et la ville. Cette information confirme la dispersion des derniers adeptes survivants. Lors des fouilles de l'appartement de Joseph Dimambro, un document est découvert, ainsi qu'un exemplaire imprimé dans un chalet attribué à Jocelyne Duplessis, épouse de Dimambro. Ce document contient les indications suivantes. Suite au tragique transit de Sherry, nous tenons à préciser, au nom de la Rose-Croix, que nous déplorons et nous nous désolidarisons totalement du comportement barbare, incompétent et aberrant du docteur Luc Jouret. Ce document, découvert après les massacres, révèle une dissension interne au sein des dirigeants de l'ordre. Il suggère que tous les responsables n'étaient pas alignés sur la méthode du massacre collectif de Sherry. Arnaud Palisson, ancien analyste à la Direction centrale des renseignements généraux à Paris, a livré des analyses critiques sur certaines théories entourant l'affaire, qu'il estime parfois excessives et peu rigoureuses. L'enquête suisse de 1994 met un nom sur le dénominateur commun de la tuerie, l'ordre du Temple solaire, une secte apocalyptique dont les membres semblent s'être volontairement donné la mort pour atteindre une autre dimension. Antonio Dutoit, tué le 30 septembre 1994 à Morin Heights, au Québec, pour avoir voulu quitter l'ordre. Suzanne Dutoit, tuée le 30 septembre 1994 avec son mari et leur bébé. Christopher Emmanuel Dutoit, bébé désigné par Joseph Dimambro comme l'Antéchrist. Tué le 30 septembre 1994. Joseph Dimambro, 70 ans, fondateur et stratège de l'ordre. Mort le 5 octobre 1994 à Salvan, avec les adeptes qui l'avaient conduit à la mort. Luc Jouret, 46 ans, naturopathe et visage public de l'ordre. Mort le 5 octobre 1994 à Salvan. Dominique Bellaton, désigné mère de l'enfant cosmique, morte à Salvan le 5 octobre 1994 avec sa fille Emmanuelle. Emmanuelle, l'enfant cosmique, 12 ans,
Née le 22 mars 1982 dans une mise en scène orchestrée par les dirigeants de l'ordre. Morte le 4 octobre 1994 à Salvannes. Robert Ostigui, maire de Richelieu, au Québec. Mort en octobre 1994 dans les massacres de Suisse. Jocelyne Grandmaison, journaliste du Journal de Québec, morte en octobre 1994 dans les massacres de Suisse. Robert Falardeau, chef de l'Ordre du Temple solaire au Québec, mort en octobre 1994 dans les massacres de Suisse. Son épouse Lise Côté lui survit. Lise Côté, l'épouse de Robert Falardeau, se terre chez elle à Charlesbourg après l'hécatombe de l'OTS, selon le témoignage rapporté par la presse québécoise de l'époque. Sa réaction illustre le traumatisme des familles des victimes. Les massacres d'octobre 1994 causent un traumatisme national en Suisse. 53 morts en un seul épisode représentent l'un des événements criminels les plus marquants de l'histoire récente du pays. En Suisse, 2 procédures judiciaires distinctes s'ouvrent, l'une dans le canton de Fribourg pour les faits de Chéry, l'autre dans le canton du Valais pour les faits de Salvannes. Ces 2 juridictions cantonales mèneront des enquêtes séparées. En Valais, l'affaire concernant Salvannes est classée dès octobre 1995. Cette clôture rapide d'une procédure portant sur 25 morts soulèvera des questions persistantes parmi les familles de victimes et certains observateurs. Après les massacres d'octobre 1994, des adeptes survivants de l'OTS subsistent. Quelques mois à peine après les tueries, ces survivants recommencent à se réunir près de Genève, selon des investigations journalistiques documentées. Mais la secte ne disparaît pas pour autant après la mort de ses 2 fondateurs. D'autres réunions et d'autres suicides allaient suivre dans les mois suivants, démontrant que la structure de l'ordre avait survécu à ses gourous initiaux. La mort des 2 gourous de l'ordre avait pu faire croire à la disparition de la secte. Mais les événements ultérieurs laisseront penser qu'il existait une autre tête pensante capable de maintenir une partie de la structure en activité. Pour certains proches des victimes de l'ordre du Temple solaire, la théorie des meurtres en vase clos ne tient pas. Une famille décide de mener sa propre contre-enquête, documentée par le média français Les Jours. En 1994, 3 adeptes de l'ordre du Temple solaire jouent un rôle documenté comme trouble dans les tueries en Suisse. Patrick Vuarnet, Jean-Pierre Lardanchet et Christiane Bonnet, sans qu'aucune poursuite judiciaire formelle n'aboutisse à leur rencontre à l'époque. Pendant qu'ils préparent le suicide collectif de l'élite de l'ordre, le gourou Joseph Dimambro fomente sa vengeance envers ceux qu'il estime avoir trahi l'OTS. C'est ce qui conduira au massacre préalable de la famille Dutoit. Les massacres suisses d'octobre 1994 se déroulent dans 2 cantons distincts, Fribourg pour le drame de Chéry, Valais pour celui de Salvannes. Cette répartition géographique reflète l'implantation territoriale de l'ordre en Suisse romande. En leur promettant de survivre à l'apocalypse imminente, Joseph Dimambro et Luc Jouret ont endoctriné une poignée d'élus. Cette poignée d'élus trouve la mort en 1994 et 1995 dans 2 vagues distinctes de massacres. Le stratagème d'endoctrinement de l'OTS reposait sur des promesses de salut individuel combinées à une mise en scène spectaculaire des pouvoirs des dirigeants. Ce mécanisme a permis de maintenir la croyance des adeptes malgré les contradictions internes croissantes. Au sein de l'ordre, on tenait également des travaux forcés. L'exploitation sexuelle des disciples était répandue, selon les témoignages recueillis après les massacres par les journalistes et les enquêteurs. Le profil sociologique des victimes de l'OTS brise les stéréotypes habituels sur les membres de sectes. Cadres, journalistes, maires, champions sportifs, golfeurs professionnels. L'ordre recrutait dans une élite professionnelle et culturelle. La couverture médiatique des massacres d'octobre 1994 est immédiatement internationale. Les médias suisses, français et canadiens couvrent simultanément cette affaire qui touche leurs 3 pays respectifs. L'opinion publique des 3 pays concernés est profondément choquée. La nature rituelle des massacres, l'identité professionnelle des victimes et l'ampleur du bilan créent une onde de choc durable dans les sociétés suisses, françaises et québécoises. Mais ce premier massacre d'octobre 1994 n'est pas la fin du drame. 14 mois plus tard, en France, un nouveau carnage va frapper l'ordre du Temple solaire, révélant que la secte continuait d'exister sous une forme résiduelle.
Dans l'acte 2, nous examinerons en détail le deuxième massacre survenu dans le Vercors en France en décembre 1995. 16 nouvelles victimes, dont 3 enfants, retrouvés disposés en étoiles. La question centrale qui se pose après octobre 1994 est documentée par les enquêteurs eux-mêmes. La structure de l'ordre du Temple solaire a-t-elle réellement survécu à la mort de ses 2 fondateurs? Les événements de 1995 et 1997 apporteront des éléments de réponse. L'acte 1 a établi les origines, la structure et le premier massacre de 1994. Bilan de l'acte 1, 53 morts au total dans les événements d'octobre 1994, 5 à Maureen Heights, 23 à Chéry, 25 à Salvannes. Sur les 74 victimes totales de l'ordre du Temple solaire entre 1994 et 1997, ce premier massacre représente la majorité du bilan. Abonnez-vous à Affaires classées et activez la cloche. L'acte 2, le massacre du Vercors et l'enquête qui suit, est disponible maintenant. Acte 2, décembre 1995. 15 mois après les massacres d'octobre 1994 en Suisse et au Canada, une nouvelle tragédie frappe l'ordre du Temple solaire. Cette fois, en France, dans le massif du Vercors. Le 16 décembre 1995, 16 corps sont retrouvés dans une clairière du Vercors, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérennes, dans l'Isère. Parmi eux, 3 enfants. Ces 16 victimes du Vercors portent le bilan total de l'ordre du Temple solaire à 69 morts depuis octobre 1994. Ce deuxième massacre survient plus d'1 an après la mort des 2 fondateurs, Jouret et Dimambro. Les corps sont retrouvés disposés en étoiles dans la clairière du Vercors, selon les constatations des enquêteurs français. Cette disposition rituelle identique à celle observée en Suisse en octobre 1994 confirme un lien direct entre les 2 vagues de massacres. Parmi les 16 victimes du Vercors, on retrouve Patrick Vuarnet, golfeur professionnel et fils de Jean Vuarnet, sa mère Édith Vuarnet et son frère Grégoire. 3 membres d'une même famille emblématique. Jean Vuarnet, champion olympique de descente à Squaw Valley en 1960 et fondateur de la marque de lunettes de soleil qui porte son nom, perd dans ce drame sa femme Édith et 2 de ses fils. Il est l'un des pères survivants les plus connus de cette affaire. Jean-Pierre Lardanchet, devenu commandeur de l'OTS pour la région parisienne, est retrouvé mort parmi les 16 victimes du Vercors. Il avait participé aux réunions de l'hôtel Bonnivard à Montreux quelques jours avant les massacres d'octobre 1994. Michel Tabachnik, chef d'orchestre suisse et idéologue de l'ordre, est lui vivant. Il sera bientôt mis en cause pour son rôle dans les événements. Contrairement aux 2 fondateurs, il survit aux massacres de 1994 et 1995. Le parquet de Grenoble ouvre immédiatement une enquête sur les 16 morts du Vercors. Les enquêteurs français doivent coordonner leurs travaux avec leurs homologues suisses et canadiens, déjà saisis des événements d'octobre 1994. La question centrale posée par ce deuxième massacre est fondamentale. Qui a orchestré ces 16 morts plus d'1 an après la mort des 2 fondateurs? Quel relais d'autorité a maintenu la structure de l'ordre en état de fonctionner? Christiane Bonnet, psychothérapeute à Genève, est une figure centrale du dossier après les massacres de 1994. Les jours précédant la découverte des massacres, elle avait été en contact répété avec Luc Jouret. Elle n'est pas poursuivie à l'époque. Patrick Vuarnet avait été sollicité par Joseph Dimambro pour l'envoi des 300 lettres testament et la remise de voitures de location avant les massacres d'octobre 1994. Sa participation logistique est documentée avant sa propre mort au Vercors en décembre 1995. L'instruction judiciaire ouverte par le parquet de Grenoble après le massacre du Vercors durera plusieurs années. Elle sera marquée par des difficultés d'articulation avec les procédures judiciaires suisses et québécoises déjà en cours. Michel Tabachnik est renvoyé en jugement en France pour complicité de crime. Son procès devant le tribunal correctionnel de Grenoble représente la tentative la plus aboutie de la justice française de tenir un responsable survivant de l'ordre du Temple solaire pour compte. Michel Tabachnik est relaxé en France. Le tribunal correctionnel de Grenoble ne retient pas les charges de complicité contre lui.
Cette relaxe met fin à la procédure judiciaire française contre le seul survivant de l'élite de l'ordre à avoir été jugé. En Suisse, Michel Tabachnik est acquitté pour complicité dans les massacres de Chéry et Salvannes. Son acquittement par les deux systèmes judiciaires, français et suisse, laisse sans condamnation pénale tous les responsables survivants de l'OTS. À l'issue de toutes les procédures judiciaires, aucun responsable survivant de l'ordre du Temple solaire n'est finalement condamné pénalement pour les 74 meurtres commis entre 1994 et 1997. Les deux fondateurs sont morts. Les autres sont acquittés ou non poursuivis. Pour de nombreuses familles de victimes, l'absence de condamnation est vécue comme un scandale. Elles ont perdu des proches dans des massacres rituels organisés et personne n'est finalement jugé responsable pénalement. Une partie des familles de victimes et de certains observateurs ont développé la conviction qu'il existe des commanditaires extérieurs au massacre de l'OTS, des personnalités ayant intérêt à la mort de certaines victimes et à la disparition de l'ordre. Ces théories sur des commanditaires extérieurs au massacre de l'OTS n'ont pas été confirmées par les enquêtes officielles suisses, françaises et canadiennes. Elles restent des hypothèses non étayées par des preuves matérielles documentées. Le 23 mars 1997, 5 corps sont retrouvés dans une maison incendiée à Saint-Casimir, dans le comté de Portneuf, au Québec. Il s'agit du troisième et dernier massacre lié à l'ordre du Temple solaire. Ces 5 morts de Saint-Casimir portent le bilan total de l'ordre du Temple solaire à 74 victimes en 3 événements distincts entre 1994 et 1997. Morin Heights et la Suisse en 1994, le Vercors en 1995 et Saint-Casimir en 1997. En 1997, des adeptes survivants de l'ordre continuaient de se réunir au Québec. Ces réunions persistantes, documentées par des investigations journalistiques, montrent que la dissolution de la secte après la mort de ses fondateurs n'a pas été immédiate. Le bilan total et définitif de l'ordre du Temple solaire est de 74 morts, 53 en octobre 1994, 16 en décembre 1995 et 5 en mars 1997. C'est l'une des affaires de secte les plus meurtrières de l'histoire moderne en dehors de l'Asie. Par son bilan de 74 morts répartis sur 3 événements dans 3 pays, l'affaire de l'ordre du Temple solaire est sans équivalent en Europe occidentale dans le domaine des drames liés à des mouvements sectaires. 3 pays, Suisse, France, Canada, ont mené des enquêtes judiciaires parallèles sur les différents épisodes de l'affaire. La coordination entre ces 3 systèmes judiciaires a été difficile et ses résultats ont été limités. En Suisse, les cantons de Fribourg et du Valais ont mené des procédures séparées. Le Valais classe son affaire dès octobre 1995. Fribourg poursuit son instruction plus longtemps, aboutissant au renvoi en jugement de Michel Tabachnik, finalement acquitté. Au Canada, la Sûreté du Québec a enquêté sur 2 épisodes distincts. Morin Heights en 1994 et Saint-Casimir en 1997. Ces 2 enquêtes représentent les volets canadiens d'une affaire transnationale complexe. Au total, les procédures judiciaires engagées dans les 3 pays n'ont abouti à aucune condamnation pénale ferme pour les 74 meurtres. Michel Tabachnik, seul accusé à avoir été jugé, a été relaxé en France et acquitté en Suisse. Joseph Dimambro et Luc Jouret, principaux responsables des massacres, sont morts lors des événements d'octobre 1994. Ils n'ont donc jamais été jugés pour les crimes qu'ils ont organisés. Cette réalité est l'une des frustrations documentées des familles de victimes. Pour certaines familles de victimes, la thèse officielle des meurtres en vase clos ne suffit pas. Le média d'investigation. Les Jours a documenté la contre-enquête menée par l'une de ces familles, qui cherche des réponses que la justice n'a pas apportées. 30 ans après les premiers massacres, des questions persistent. Qui a maintenu la structure de l'ordre en état de fonctionner après la mort de Jouret et Dimambro? Qui a orchestré le massacre du Vercors en décembre 1995? Les archives judiciaires des procédures suisses, françaises et canadiennes sur l'ordre du Temple solaire sont partiellement accessibles. Leur consultation par des journalistes et des chercheurs a alimenté plusieurs enquêtes approfondies publiées au fil des années.
l'Institut national de l'audiovisuel a consacré une analyse documentée à cette affaire en 2014, mise à jour en 2025, intitulée « Suicide collectif de l'ordre du Temple solaire, une affaire jamais résolue ». Ce titre résume encore l'état du dossier en 2026. En 2024, la radio-télévision suisse consacre un dossier documenté aux 30 ans du traumatisme national causé par les massacres d'octobre 1994. Sous le titre « Il y a 30 ans, l'ordre du Temple solaire et ses 53 tués causaient un traumatisme national ». En 2022, Radio-Canada a produit une série documentaire sur la sombre histoire de l'ordre du Temple solaire, offrant une perspective canadienne documentée sur cette affaire transnationale. En 2026, 32 ans après les premiers massacres, l'affaire de l'ordre du Temple solaire est officiellement non résolue sur ses aspects les plus fondamentaux. Aucun commanditaire survivant n'a été condamné. Aucune autorité extérieure n'a été identifiée. Aucune responsabilité de la part d'aucun gouvernement, suisse, français ou canadien, n'a été retenue dans cette affaire. Malgré les signaux d'alerte qui avaient précédé les massacres, aucune autorité publique n'a été jugée défaillante. L'arrestation de Luc Jouret en 1993 pour tentative d'acquisition illégale d'armes était un signal d'alerte clair. Elle n'a pas conduit à une surveillance renforcée de l'ordre. Les massacres de 1994 ont eu lieu moins d'un an après cette arrestation. En France, les massacres de l'OTS ont contribué à l'adoption en 2001 de la loi Aboud-Picard sur la prévention et la répression des mouvements sectaires. Cette loi est un héritage indirect de l'affaire de l'ordre du Temple solaire. Patrick Vuarnet avait 28 ans lors de sa mort au Vercors en décembre 1995. Golfeur professionnel, né à Évian en 1968. Il avait rejoint l'OTS en 1992, après une conférence de Luc Jouret. Edith Vuarnet, épouse de Jean Vuarnet, champion olympique, meurt au Vercors en décembre 1995 avec son fils Patrick et son autre fils Grégoire. Grégoire Vuarnet, frère de Patrick, meurt lui aussi au Vercors en décembre 1995. 3 membres de la même famille Vuarnet périssent dans ce deuxième massacre. Jean-Pierre Lardanchet, commandeur de l'OTS pour la région parisienne, meurt au Vercors en décembre 1995. Il avait assisté aux dernières réunions de planification à l'hôtel Bonivard de Montreux. Parmi les 16 victimes retrouvées dans le Vercors en décembre 1995, 3 sont des enfants. Leurs identités sont documentées dans les dossiers judiciaires, mais n'ont pas toutes été rendues publiques par respect pour leurs familles. Les 5 victimes de Saint-Casimir en mars 1997 sont des membres québécois survivants de l'ordre. Leurs identités précises sont documentées dans les archives de la Sûreté du Québec et dans les médias québécois de l'époque. Camille Pilet, horloger fortuné et principal bailleur de fonds de l'OTS, meurt lui aussi lors des massacres d'octobre 1994 en Suisse. Le principal financier de la secte ne survit pas aux événements qu'il avait contribué à financer. Jerry et Colette Genoux avaient acheté le matériel destiné à déclencher l'incendie de Morin Heights au Canada en août 1994. Ils sont identifiés comme les auteurs directs de l'incendie de la maison où la famille Dutoit a été tuée. Récapitulatif documenté. 5 victimes à Morin Heights, le 30 septembre 1994, 23 à Chaéry, le 5 octobre 1994, 25 à Salvan, le 5 octobre 1994, 16 dans le Vercors, le 16 décembre 1995, 5 à Saint-Casimir, le 23 mars 1997. Total, 74 morts. Sur les 74 victimes de l'ordre du Temple solaire, la majorité, 48, sont mortes en Suisse. 16 sont mortes en France. 10 sont mortes au Canada. Cette répartition reflète l'implantation géographique inégale de la secte. En France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, a été créée en 2002. Sa création est directement liée au drame des années 1990, dont l'affaire de l'ordre du Temple solaire. En France, les massacres de l'OTS ont accéléré la publication du rapport parlementaire Geste-Guillard de 1996 sur les sectes en France, qui listait 172 mouvements jugés sectaires.
Ce rapport a ouvert la voie aux réformes législatives qui ont suivi. La loi du 12 juin 2000, renforçant la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, dite loi Abou-Picard, est adoptée en France 6 ans après les massacres du Vercors. En Suisse, les massacres d'octobre 1994 ont provoqué une réflexion nationale sur les mouvements sectaires. Des mesures de surveillance et de prévention ont été renforcées, même si la Suisse ne dispose pas d'une législation anti-secte aussi développée qu'en France. Au Québec, les drames de l'OTS ont contribué à une sensibilisation accrue aux risques sectaires. Des associations d'aide aux victimes et d'information sur les mouvements sectaires ont été renforcées dans les années qui ont suivi les massacres. L'affaire de l'ordre du Temple solaire a alimenté la recherche scientifique sur la manipulation mentale et l'emprise sectaire. Des travaux académiques dans plusieurs pays ont utilisé ce cas comme étude de référence sur les mécanismes de l'endoctrinement. L'OTS est devenu un cas d'école pour la recherche sur les mouvements sectaires. Un mouvement apocalyptique avec des adeptes instruits et aisés, une doctrine mêlant traditions religieuses diverses et une capacité à maintenir des structures opérationnelles après la mort de ses fondateurs. Les chercheurs ont identifié dans le cas de l'OTS l'utilisation de la mort symbolique comme outil de contrôle des adeptes. La doctrine du transit transformait la mort en accomplissement positif, éliminant ainsi les résistances psychologiques à la mort collective. Le recrutement délibéré dans les élites professionnelles et sociales était une stratégie consciente de l'OTS. Il permettait d'accéder à des ressources financières importantes, à des réseaux d'influence, et conférait une légitimité sociale au mouvement. L'affaire de l'OTS a démontré que la vulnérabilité à l'emprise sectaire ne dépend pas du niveau social, intellectuel ou professionnel. Des cadres diplômés, des journalistes, des élus et des champions sportifs ont tous succombé à la manipulation de l'ordre. Le journaliste québécois Marc Laurando a résumé ainsi l'impact de l'affaire. Le mouvement a marqué l'opinion par l'ampleur des horreurs commises. Cette formule synthétise le choc durable provoqué par l'OTS dans les 3 sociétés concernées. Les 3 événements liés à l'ordre du Temple solaire ont fait l'objet d'une couverture médiatique intense sur 3 ans, de septembre 1994 à mars 1997. Cette durée exceptionnelle a ancré l'affaire dans la mémoire collective de 3 pays. 30 ans après les premiers massacres, l'ordre du Temple solaire reste une référence dans le débat public français, suisse et canadien sur les dérives sectaires. Des commémorations, des documentaires et des enquêtes continuent d'être publiés. Pour les familles des 74 victimes, l'affaire n'est pas seulement un souvenir historique. C'est une blessure ouverte, aggravée par l'absence de condamnation pénale de tout responsable survivant de l'ordre. Jean Vuarnet, qui a perdu sa femme Édith et ses fils Patrick et Grégoire dans le massacre du Vercors en 1995, a continué à vivre après cette tragédie. Il est décédé en 2017. Son témoignage sur l'OTS a contribué à maintenir la mémoire des victimes. Les leçons documentées de l'affaire de l'ordre du Temple solaire sont multiples. La nécessité d'une coopération judiciaire transnationale efficace, l'importance de la surveillance des mouvements sectaires et la reconnaissance que l'éducation et le statut social ne protègent pas de l'emprise sectaire. La loi Abou-Picard de 2001, la création de la Miviludes en 2002 et l'inscription de la lutte contre les dérives sectaires dans les politiques publiques françaises sont les héritages législatifs les plus concrets de l'affaire de l'ordre du Temple solaire en France. La justice dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire reste inachevée. L'absence de condamnation pénale pour les 74 meurtres commis entre 1994 et 1997 est le fait le plus frappant de tout le traitement judiciaire de cette affaire. En 2026, 32 ans après les premiers massacres, des questions restent sans réponse officielle documentée. Qui a orchestré le massacre du Vercors en 1995 et existe-t-il des commanditaires extérieurs aux fondateurs décédés? Dans l'acte 3, nous examinerons en détail la doctrine de l'ordre du Temple solaire. Comment a-t-elle convaincu des personnalités instruites et influentes de mourir pour atteindre Sirius? Et qui étaient les victimes une à une? L'acte 2 a établi les faits du massacre du Vercors en décembre 1995, du 3e massacre de Saint-Casimir en mars 1997,
du bilan total de 74 morts, des procédures judiciaires dans les 3 pays et de l'absence de condamnation pénale finale. 74 victimes en 3 événements, dans 3 pays, entre 1994 et 1997. Ce bilan définitif fait de l'Ordre du Temple solaire le mouvement sectaire le plus meurtrier de l'histoire de l'Europe occidentale contemporaine. Source de cet acte 2, Wikipédia FR, Ordre du Temple solaire. INA, mise à jour 2025. RTS, commémoration 30 ans, 2024. Sûreté du Québec, patrimoine. Les jours. La 2e nuit du Temple solaire. Radio-Canada. Série documentaire 2022. Tous les faits présentés dans cet acte sont vérifiés sur des sources officielles. Aucune hypothèse n'est présentée comme un fait établi. 16 personnes sont mortes au Vercors le 16 décembre 1995. Parmi elles, Patrick Vuarnet, Édith Vuarnet, Grégoire Vuarnet, Jean-Pierre Lardanchet et 3 enfants dont les identités sont protégées. Leurs noms méritent d'être rappelés. Les victimes ont un nom. Abonnez-vous à Affaires classées et activez la cloche pour ne manquer aucun dossier. Dans l'acte 3, la doctrine ésotérique complète de l'ordre, le mécanisme précis de l'endoctrinement et les portraits individuels de victimes dont l'histoire mérite d'être connue. Affaires classées. Les crimes que l'on a voulu oublier, rouverts, décortiqués, documentés. Les 53 morts d'octobre 1994 représentent le bilan le plus lourd en un seul épisode. Ce chiffre, 53 morts en une seule nuit, a frappé l'opinion mondiale et placé immédiatement cette affaire parmi les plus graves de l'histoire criminelle contemporaine. La notion de transit volontaire est nuancée par les constats des légistes. Certaines victimes avaient les mains liées, d'autres avaient été empoisonnées ou tuées par balles. Le caractère entièrement volontaire des morts de l'OTS est donc remis en question par les faits matériels. L'affaire de l'OTS présente une complexité documentée. Certains membres de l'ordre ont tué d'autres membres avant de mourir eux-mêmes. La frontière entre victimes et bourreaux est parfois ténue dans ce dossier judiciaire. L'argent a joué un rôle documenté dans l'ordre du Temple solaire. Les malversations financières dénoncées par certains membres, dont Antonio Dutoit, ont contribué à la paranoïa de Di Mambro et à sa décision d'éliminer les traîtres. Une partie des fonds accumulés par l'Ordre du Temple solaire, notamment via les dons et contributions des membres influents, n'a jamais été entièrement retrouvée par les autorités judiciaires. L'enquête financière sur le patrimoine de l'OTS reste incomplète. L'exploitation financière et sexuelle des membres de l'Ordre du Temple solaire est documentée par les témoignages recueillis après les massacres. Ces 2 formes d'exploitation, financière et sexuelle, sont caractéristiques des structures sectaires autoritaires. La mise en scène orchestrée par Di Mambro et son épouse Jocelyne lors des cérémonies, effets spéciaux, trucages, illusions, était l'outil central du contrôle des adeptes. Ces performances spectaculaires entretenaient la croyance dans les pouvoirs surnaturels des dirigeants. Quand des membres de l'ordre ont commencé à percevoir les trucages et à dénoncer les malversations, la mise en scène s'est effondrée. La réponse de Di Mambro à cet effondrement de l'illusion a été la décision du massacre. L'affaire de l'Ordre du Temple solaire interroge nos sociétés sur leur capacité à détecter et à prévenir les dérives sectaires dans leurs rangs. 30 ans après, cette interrogation reste actuelle. En France, en Suisse et au Canada, des réformes législatives et institutionnelles ont été adoptées depuis les années 1990 pour mieux prévenir les dérives sectaires. Ces réformes sont l'héritage direct et documenté de l'affaire de l'Ordre du Temple solaire. Cet acte 2 est dédié aux 74 victimes de l'Ordre du Temple solaire, mortes entre 1994 et 1997 en Suisse, en France et au Canada. Les victimes ont un nom. Dans les actes 1 et 2, nous avons établi les faits des massacres et l'enquête judiciaire. Dans cet acte 3, nous examinons la doctrine de l'Ordre du Temple solaire et le mécanisme précis de l'endoctrinement qui a conduit 74 personnes à la mort. La doctrine de l'Ordre du Temple solaire est qualifiée de syncrétique. Elle mêle des éléments empruntés aux Templiers médiévaux, à la Rose-Croix, au bouddhisme, à l'ésotérisme New Age et à des croyances extraterrestres.
Ce mélange hétéroclite est une caractéristique documentée de nombreux mouvements sectaires. Au cœur de la doctrine de l'OTS se trouve la croyance en des grands maîtres résidant sur l'étoile de Sirius. Ces grands maîtres communiqueraient directement avec Joseph Di Mambro, lui transmettant des instructions pour guider l'ordre vers l'éveil spirituel. L'OTS intégrait également une dimension apocalyptique. La fin du monde était présentée comme imminente. Les adeptes de l'ordre seraient parmi les rares élus capables de transiter vers une autre dimension avant la catastrophe finale. L'OTS était structuré en degrés d'initiation successifs. Les membres ne découvraient la doctrine complète qu'après avoir progressé dans la hiérarchie interne. Cette structure graduelle permettait de maintenir la dépendance des adeptes et de contrôler l'information. Les cérémonies de l'ordre du Temple solaire étaient des spectacles soigneusement orchestrés. Des effets spéciaux, des trucages et des illusions étaient utilisés pour simuler des manifestations surnaturelles. Ces mises en scène documentées visaient à convaincre les adeptes des pouvoirs de leurs dirigeants. Jocelyne Di Mambro, épouse de Joseph, orchestrait les trucages et les illusions lors des cérémonies. Son rôle de mise en scène était indispensable au maintien de la croyance des adeptes dans les pouvoirs surnaturels des dirigeants de l'ordre. La cérémonie la plus élaborée de l'ordre était celle de l'enfant cosmique. Une épée touchait symboliquement le ventre d'une femme devant l'assemblée, suivie d'un éclair de lumière. Cette mise en scène visait à convaincre les adeptes d'une conception miraculeuse. Dominique Bellaton était en réalité la maîtresse de Joseph Di Mambro, déjà enceinte de quelques semaines lors de la cérémonie. Sa situation de jeune femme toxicomane recrutée à la demande de ses parents illustre la manipulation cynique exercée par les dirigeants de l'ordre. Emmanuelle, née le 22 mars 1982, a été élevée depuis sa naissance dans le rôle fictif de porteuse du Christ cosmique. Toute sa vie, 12 ans, a été définie par ce rôle inventé par Joseph Di Mambro. Elle meurt à Salvin le 4 octobre 1994. La porte d'entrée dans l'ordre du Temple solaire était souvent une conférence publique de Luc Jouret. Ce naturopathe charismatique attirait des personnes ouvertes à l'ésotérisme, à la naturopathie et aux médecines alternatives. Patrick Vuarnet est entré dans l'OTS après avoir assisté à une telle conférence en 1992. Après le recrutement initial, l'isolation progressive des membres de leur entourage extérieur est un mécanisme documenté de l'OTS. Cette isolation facilitait le contrôle de l'information et rendait les adeptes plus dépendants de la communauté de l'ordre. Les membres de l'ordre étaient encouragés à faire des dons et des transferts financiers importants à la structure. Cet investissement financier créait un ancrage psychologique puissant. Plus un adepte avait investi, plus il était difficile pour lui de remettre en question ses choix. Les voyages initiatiques en Israël, en Égypte et dans d'autres lieux à forte symbolique religieuse étaient un outil documenté de cohésion de l'ordre. Ces voyages renforçaient le sentiment d'appartenir à une élite spirituelle distincte du reste de la société. L'attribution de titres honorifiques, chevalier, commandeur, grand maître, flattait l'ego des membres et renforçait leur sentiment d'importance au sein de l'ordre. Patrick Vuarnet gravissait rapidement les échelons après son entrée en 1992. Luc Jouret donnait des conférences payantes dans des entreprises, dont 7 conférences chez Hydro-Québec, documentées par une enquête interne. Ces conférences servaient à la fois de source de revenus pour l'ordre et de terrain de recrutement pour de nouveaux adeptes. La peur était un levier documenté de l'endoctrinement dans l'OTS. Des prophéties sur une fin du monde imminente créaient un sentiment d'urgence et justifiaient la radicalité des sacrifices demandés aux membres. Le sentiment d'appartenir à une élite spirituelle, d'être élu pour survivre à l'apocalypse et transiter vers Sirius, était l'un des leviers psychologiques les plus puissants de l'OTS. Ce sentiment d'élection créait une identité de groupe imperméable aux critiques extérieures. La désignation de membres critiques comme traîtres à l'ordre créait une pression sociale intense sur tous les membres. Antonio Dutoit, tué pour avoir critiqué les dirigeants, illustre l'extrémité à laquelle cette logique de dénonciation pouvait conduire. Pour les membres les plus profondément endoctrinés, un point de non-retour psychologique était atteint. Remettre en question l'ordre signifiait remettre en question des années de croyances, d'investissement financier et d'identité personnelle. Ce point de non-retour est documenté par les chercheurs en psychologie des sectes. Avant la création de l'OTS en 1984, Joseph Di Mambro dirigeait la fondation Golden Way à Genève.
Cette fondation préfigurait l'ordre et servait de cadre juridique pour les activités financières et ésotériques de Dimambro depuis les années 1970. L'Ordre international chevaleresque de tradition solaire est l'autre structure dont la fusion avec la fondation Golden Way donne naissance à l'OTS en 1984. Cette structure préexistante apportait une légitimité ésotérique dans les milieux intéressés par les traditions chevaleresques. Camille Pilet, horloger fortuné, est copropriétaire avec Dimambro, Jouret et Bellaton des 2 chalets de Morin Heights au Québec depuis 1985. Il finance directement les acquisitions immobilières de l'Ordre, dont les terrains et chalets de Salvannes dans le Valais. Alexandre Borgeaud est l'un des co-acquéreurs du terrain de Salvannes, dans le Valais, où Dimambro fait construire 3 chalets. Ces propriétés suisses et canadiennes de l'Ordre représentent des investissements considérables financés par les contributions des membres. Le patrimoine immobilier de l'Ordre du Temple solaire comprenait des propriétés en Suisse, en France et au Canada. Ces propriétés étaient financées par les dons et contributions des membres, mais aussi par des emprunts et des arrangements financiers complexes. Les malversations financières dénoncées par Antonio Dutoit et d'autres membres critiques ont joué un rôle documenté dans la crise interne qui a précédé les massacres. Dimambro utilisait les fonds de l'Ordre à des fins personnelles, un fait connu de plusieurs membres proches. L'arrestation de Luc Jouret au Canada, en 1993 pour tentative d'acquisition illégale d'armes, provoque un choc au sein de l'Ordre. Des pourvoyeurs de fonds prennent leur distance. L'argent commence à manquer. Cette contraction financière aggrave la paranoïa de Dimambro. En 1994, Joseph Dimambro est un homme de 70 ans, malade et de plus en plus paranoïaque. Sa santé se dégrade. La contestation interne s'accroît. Ces facteurs combinés ont contribué à sa décision radicale d'organiser le transit collectif. L'état de santé dégradé de Joseph Dimambro en 1994 est documenté comme l'un des facteurs ayant contribué à la décision des massacres. Un homme en fin de vie, voyant son mouvement se désintégrer, a choisi de tout emporter avec lui. Quand certains membres ont découvert les trucages utilisés lors des cérémonies et ont commencé à les dénoncer publiquement au sein de l'Ordre, cela a constitué un point de rupture documenté. La révélation du trucage détruisait le fondement même de l'autorité de Dimambro. Antonio Dutoit avait osé dénoncer publiquement, au sein de l'Ordre, la mégalomanie, les supercheries et les malversations des dirigeants. Cette critique, documentée dans les dossiers judiciaires, lui a coûté la vie. Il est tué le 30 septembre 1994 avec sa femme et son bébé. Suzanne Dutoit est tuée avec son mari et son bébé. Elle n'avait pas directement critiqué les dirigeants de l'Ordre. Sa mort illustre la logique d'élimination totale adoptée par Dimambro. Supprimer toute la famille du traître. Christopher Emmanuel Dutoit avait 3 mois. Son identité réelle est un bébé ordinaire. Dimambro l'a désigné comme l'antéchrist pour justifier son exécution. Cette désignation délirante est documentée dans les procès-verbaux d'enquête. Robert Ostigui, maire de la municipalité de Richelieu au Québec, était l'un des membres les plus en vue de l'OTS au Canada. Sa mort en Suisse en octobre 1994 illustre la dimension transnationale des victimes de la secte. Jocelyne Grandmaison, journaliste au Journal de Québec, représente un paradoxe tragique. Professionnelle du questionnement et de l'investigation, elle a succombé à l'endoctrinement de l'OTS. Sa mort illustre que le regard critique professionnel ne protège pas de l'emprise sectaire. Robert Falardeau, chef de l'OTS au Québec, meurt dans les massacres suisses d'octobre 1994 qu'il a contribué à préparer. Sa femme Lise Côté lui survit. Jean-Pierre Vinet, ancien cadre d'Hydro-Québec, était décrit comme le 4e homme de l'OTS qui saurait tout, selon des médias québécois de l'époque. Il meurt dans les massacres suisses d'octobre 1994. Le parcours de Patrick Vuarnet dans l'OTS est l'un des mieux documentés. Entré en 1992 après une conférence de Jouret, il gravit rapidement les échelons, participe à des voyages initiatiques en Israël et en Égypte, est sollicité pour des missions logistiques avant les massacres de 1994 et meurt au Vercors en décembre 1995. Édith Vuarnet, épouse d'un champion olympique et mère d'une famille reconnue, illustre que la vulnérabilité à l'emprise sectaire ne dépend pas du milieu social ou culturel. Ses motivations précises pour rejoindre l'OTS ne sont pas documentées publiquement. Camille Pilet, principal bailleur de fonds de l'Ordre,
meurt lors des massacres suisses d'octobre 1994. Le fait que le principal financier de l'ordre ait lui-même péri dans les massacres illustre la logique d'autodestruction totale à l'œuvre dans la décision de Di Mambro. Le chemin vers les massacres d'octobre 1994 est documenté par plusieurs étapes. L'annonce du transit au printemps 1994, la désignation de la famille Dutoit comme cible, la planification logistique de l'été 1994 et l'exécution entre le 30 septembre et le 5 octobre 1994. Au printemps 1994, Joseph Di Mambro convoque l'ensemble des membres et leur annonce que la mission du Temple touche à sa fin et que les dirigeants vont disparaître sur l'étoile de Sirius. Cette annonce officielle marque le début de la planification des massacres. En août 1994, Jerry et Colette Genoux quittent la Suisse pour le Canada et achètent le matériel destiné à déclencher l'incendie du chalet de Morin Heights. Ces achats documentés par l'enquête criminelle constituent des préparatifs planifiés à l'avance. Des réunions finales ont lieu à l'hôtel Bonivard de Montreux, en Suisse, quelques semaines avant les massacres. Jean-Pierre Lardanchet y participe aux côtés de Di Mambro et Jouret. Ces réunions sont documentées dans les dossiers judiciaires. L'envoi de 300 lettres testaments à des personnalités extérieures, tâche confiée à Patrick Vuarnet, révèle un soin particulier apporté à la communication post-massacre. Ces lettres visaient à expliquer le transit aux personnes extérieures à l'ordre. Le 30 septembre 1994, la famille Dutoit est exécutée à Morin Heights, au Québec. Les deux chevaliers chargés de cette mission utilisent les moyens d'incendie acquis en août. L'exécution de la famille Dutoit précède les massacres collectifs suisses de 5 jours. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, les massacres de Chéry et de Salvannes ont lieu de façon quasi simultanée en Suisse. Cette simultanéité révèle une coordination préalable entre les différentes équipes impliquées dans l'exécution du plan de Di Mambro. Les corps des victimes de Chéry et Salvannes sont découverts par les pompiers alertés par des incendies. Les incendies, provoqués délibérément avec plusieurs bidons d'essence, visaient à effacer les traces de la mise à mort et à créer l'image d'un départ vers Sirius. Dans la logique interne de l'OTS, les incendies n'étaient donc pas des destructions mais des rituels de purification facilitant le transit des âmes vers Sirius. Cette logique documentée permettait aux membres les plus endoctrinés de participer aux préparatifs sans percevoir ce qu'ils organisaient réellement. Les constatations médico-légales révèlent que le consentement n'était pas universel parmi les victimes. Des mains liées, des empoisonnements, des balles dans la tête. Certaines victimes avaient manifestement été tuées contre leur gré. La thèse du suicide collectif entièrement volontaire est donc réfutée par les faits matériels. Joseph Di Mambro est décrit par les analystes comme un manipulateur habile, capable de construire et de maintenir des illusions sur plusieurs décennies. Son parcours, d'une bijouterie à un mouvement ésotérique international, illustre une capacité documentée à transformer son environnement par la manipulation. Luc Jouret apportait à l'OTS une crédibilité que Di Mambro seul n'aurait pas pu obtenir. Médecin diplômé, naturopathe reconnu, conférencier apprécié. Son image de scientifique alternatif séduisant permettait de recruter dans des milieux qui auraient rejeté un simple ésotériste. Michel Tabachnik, chef d'orchestre et idéologue de l'ordre, apportait une légitimité intellectuelle et culturelle. Sa présence donnait à l'OTS un vernis de respectabilité artistique qui facilitait le recrutement dans les milieux éduqués. La complémentarité documentée entre Di Mambro le stratège, Jouret le recruteur charismatique et Tabachnik l'idéologue constituait un triumvirat particulièrement efficace. Chacun apportait une dimension distincte qui renforçait l'attractivité globale de l'ordre. À partir de 1993, la paranoïa de Di Mambro est documentée comme croissante. Il perçoit des ennemis partout, à l'intérieur et à l'extérieur de l'ordre. Cette paranoïa, combinée à sa maladie et à la crise financière, contribue à la décision des massacres. La décision finale de Di Mambro obéit à une double logique documentée. D'abord, éliminer les traîtres, la famille Dutoit, puis organiser le transit de l'élite de l'ordre vers Sirius. Ces deux logiques sont distinctes mais simultanées dans la planification des massacres. Le document retrouvé dans l'appartement de Di Mambro, qui déplore le comportement barbare de Luc Jouret à Chéry, suggère une dissension interne finale sur les méthodes utilisées. Ce document révèle que même au sein de l'élite dirigeante, le consensus n'était pas total. La mort de Luc Jouret avec les autres victimes à Salvannes pose une question documentée.
Jouret était-il un organisateur consentant des massacres ou une victime finale de la volonté de Dimambro? Le document déplorant son comportement à Chéri ne résout pas entièrement cette question. L'affaire de l'OTS est marquée par une complexité des rôles documentés. Certains membres ont tué d'autres membres avant de mourir eux-mêmes. Jerry et Colette Genoud, auteurs de l'incendie de Morin Heights, meurent eux aussi dans les événements d'octobre 1994. La question de la responsabilité pénale dans les massacres de l'OTS est restée non résolue par les systèmes judiciaires des 3 pays concernés. Les principaux responsables sont morts dans les événements eux-mêmes. Les survivants identifiés ont été acquittés ou non poursuivis. Lise Côté, épouse du chef québécois de l'OTS Robert Falardeau, est l'une des survivantes les plus proches de l'élite de l'ordre. Elle se terre chez elle à Charlesbourg après l'hécatombe, selon les témoignages journalistiques de l'époque. Jean Voirnet, père de Patrick et Grégoire et Marie d'Édith, tous morts au Vercors en décembre 1995, a témoigné publiquement à plusieurs reprises sur les circonstances qui ont conduit sa famille dans l'ordre du Temple solaire. Des associations de familles de victimes se sont constituées après les massacres en France, en Suisse et au Canada. Ces associations ont milité pour la reconnaissance des victimes, la conduite d'enquêtes approfondies et la prévention des dérives sectaires. La douleur des proches des 74 victimes est documentée dans les témoignages recueillis par la presse et les enquêteurs. Cette douleur a été aggravée par l'absence de condamnation pénale et par les difficultés à comprendre comment leurs proches avaient pu succomber à l'emprise sectaire. Des adeptes survivants de l'ordre du Temple solaire ont témoigné, souvent sous l'anonymat, des mécanismes d'endoctrinement qu'ils avaient vécus. Ces témoignages rares sont documentés dans des enquêtes journalistiques et des travaux de recherche sur les sectes. La question que toutes les familles posent est documentée. Comment des personnes instruites, professionnellement établies et socialement intégrées ont-elles pu succomber à l'emprise d'une secte? Les chercheurs en psychologie sociale ont étudié ce paradoxe. La quête de sens spirituel, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, et la recherche d'une communauté sont des facteurs documentés qui rendent des personnes par ailleurs accomplies vulnérables à l'emprise sectaire. Le recrutement dans l'OTS était progressif et souvent imperceptible pour ceux qui le vivaient. Les nouvelles convictions se substituaient graduellement aux anciennes croyances. Ce processus graduel rendait difficile toute prise de conscience de l'endoctrinement en cours. L'isolement progressif de l'entourage extérieur non membre est un mécanisme clé documenté dans l'emprise sectaire. En coupant les membres de leurs réseaux sociaux habituels, l'OTS les rendait entièrement dépendants des liens tissés au sein de l'ordre. Les experts en dérive sectaire identifient plusieurs signaux d'alerte documentés. Le retrait progressif du réseau social habituel, les demandes financières croissantes, le dénigrement de l'entourage extérieur et l'obligation de participer à des activités de plus en plus fréquentes du groupe. En France, la Miviludes et des associations comme le Centre Roger Icor proposent de l'aide aux victimes de dérives sectaires et à leurs familles. Ces ressources sont accessibles et gratuites. L'acte 3 a établi la doctrine de l'OTS, les mécanismes documentés de l'endoctrinement, la mécanique du passage à l'acte, les portraits individuels des victimes et les leçons psychologiques et sociologiques de cette affaire. Dans l'acte 4, nous examinerons en détail les procédures judiciaires dans les 3 pays concernés, les acquittements controversés, l'héritage institutionnel et législatif des massacres et l'état actuel de l'affaire en 2026. Source de cet acte. Wikipédia FR. Ordre du Temple solaire. INA. Mise à jour 2025. RTS. Commémoration 30 ans, 2024. Sûreté du Québec. Les jours. Radio-Canada. Série 2022. Tous les faits de cet acte sont vérifiés sur des sources officielles. Aucune hypothèse n'est présentée comme un fait établi. 74 victimes. 74 vies interrompues par la manipulation, l'endoctrinement et la violence. Ce documentaire leur est dédié. Les victimes ont un nom. Abonnez-vous à Affaires classées et activez la cloche. L'acte 4 est disponible maintenant. Dans les actes précédents, nous avons établi les faits des massacres, l'enquête, la doctrine et les victimes. Dans cet acte 4, dernier acte documentaire, nous examinons les procédures judiciaires dans les 3 pays, les acquittements et l'héritage de cette affaire en 2026. L'affaire de l'ordre du Temple solaire a mobilisé les systèmes judiciaires de 3 pays distincts. La Suisse pour les massacres de Chéri et Salvan en 1994,
la France pour le massacre du Vercors en 1995 et le Canada pour les événements de Morin Heights en 1994 et Saint-Casimir en 1997. Dans le canton de Fribourg, responsable de l'enquête sur le massacre de Chéry, une instruction pénale longue et complexe s'ouvre après octobre 1994. Elle aboutit au renvoi en jugement de Michel Tabachnik comme seul accusé vivant pouvant être tenu pour responsable de l'ordre. Dans le canton du Valais, responsable de l'enquête sur le massacre de Salvan, l'affaire est classée dès octobre 1995, soit un seulement après les faits. Ce classement rapide, portant sur 25 morts, dont 6 enfants, a suscité des interrogations persistantes. Michel Tabachnik est le seul survivant de l'élite de l'ordre du Temple solaire à comparaître devant la justice. En Suisse, il est jugé pour complicité dans les massacres de 1994. Son procès helvétique est une première en matière de responsabilité judiciaire dans cette affaire. Michel Tabachnik est acquitté en Suisse pour complicité dans les massacres de Chéry et Salvan. Le tribunal helvétique estime que les preuves disponibles ne permettent pas d'établir sa responsabilité pénale dans les événements d'octobre 1994. En France, le parquet de Grenoble renvoie Michel Tabachnik en jugement devant le tribunal correctionnel pour complicité dans le massacre du Vercors de décembre 1995. C'est la procédure judiciaire française principale dans cette affaire. Michel Tabachnik est relaxé en France. Le tribunal correctionnel de Grenoble ne retient pas les charges de complicité contre lui dans le massacre du Vercors. Cette double relaxe, en Suisse et en France, signifie qu'aucun responsable survivant n'est condamné pénalement. Au Canada, la Sûreté du Québec mène l'enquête sur les événements de Morin Heights en 1994 et de Saint-Casimir en 1997. Les enquêteurs canadiens doivent coordonner leurs travaux avec leurs homologues français et suisses sur une affaire transnationale complexe. Le bilan judiciaire global de l'affaire de l'ordre du Temple solaire est sans équivoque. Aucune condamnation pénale n'a été prononcée pour les 74 meurtres commis entre 1994 et 1997. Les 2 fondateurs sont morts. Le seul accusé survivant jugé a été acquitté ou relaxé dans les 2 pays. La raison principale de l'absence de condamnation est documentée. Joseph Dimambro et Luc Jouret, les 2 principaux organisateurs des massacres, sont morts dans les événements eux-mêmes en octobre 1994. Il est impossible de juger des personnes décédées. Pour Michel Tabachnik, les juridictions suisses et françaises ont estimé que les preuves disponibles ne permettaient pas d'établir sa complicité directe dans les massacres. Son rôle d'idéologue n'a pas été jugé suffisant pour constituer une complicité pénalement punissable. La dimension transnationale de l'affaire, 3 pays, 3 systèmes judiciaires, 3 langues, a représenté un obstacle structurel à une réponse judiciaire coordonnée et efficace. Chaque pays a géré sa procédure de façon relativement autonome. Les incendies criminels qui ont accompagné les massacres ont détruit une partie significative des preuves matérielles. Les documents, registres et archives de l'ordre présents dans les propriétés incendiées ont été perdus. Cette destruction délibérée a compliqué les enquêtes. La difficulté à distinguer victimes et bourreaux dans certains cas, des membres ayant participé aux préparatifs avant de mourir eux-mêmes, a également complexifié l'établissement des responsabilités pénales individuelles. Dès 1995 à 1996, la France engage une réflexion parlementaire sur les dérives sectaires. La commission d'enquête parlementaire conduite par Alain Geste et Jacques Guyard publie en 1996 un rapport répertoriant 172 mouvements considérés comme sectaires en France. Ce rapport de 1996 est le premier document officiel français à recenser et caractériser les mouvements sectaires opérant sur le territoire national. Sa publication marque un tournant dans la politique française de prévention des dérives sectaires. Le 12 juin 2001, la France adopte la loi renforçant la prévention et la répression des mouvements sectaires, dite loi Abou-Picard. Cette loi crée notamment le délit de manipulation mentale et renforce les moyens judiciaires de lutte contre les abus sectaires. En 2002, la France crée la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude.
Cette structure gouvernementale permanente est chargée de surveiller les mouvements sectaires, d'informer le public et d'orienter les victimes. La Miviludes est un héritage institutionnel direct des drames des années 1990, dont l'affaire de l'Ordre du Temple solaire. En 2026, elle continue de publier des rapports annuels sur les dérives sectaires en France et propose des ressources d'aide aux victimes et à leurs familles. Le délit de manipulation mentale, introduit par la loi Aboud-Picard de 2001, permet de poursuivre pénalement les personnes qui exercent une pression psychologique grave sur autrui dans un contexte sectaire. Ce délit s'appuie directement sur les mécanismes documentés dans l'affaire de l'OTS. La loi Aboud-Picard renforce également la protection des personnes vulnérables contre les abus sectaires. Elle facilite la dissolution d'associations poursuivies pour dérives sectaires. Ces dispositions répondent directement aux lacunes révélées par l'affaire de l'OTS. Des associations comme l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, ont renforcé leurs activités après les drames de l'OTS. Ces associations proposent soutien, information et orientation aux familles touchées par les dérives sectaires. Le centre Roger Icor, basé à Paris, propose également des ressources gratuites aux victimes de sectes et à leurs familles. Ce centre, créé en 1981, a vu son activité s'intensifier dans les années qui ont suivi les massacres de l'OTS. En Suisse, les massacres d'octobre 1994 ont provoqué une réflexion nationale significative sur les mouvements sectaires. La Confédération a renforcé ses mécanismes de surveillance institutionnelle. La Suisse ne dispose cependant pas d'une législation anti-secte aussi formalisée qu'en France. Les services de sécurité suisses ont renforcé leur surveillance des mouvements ésotériques et spirituels présentant des caractéristiques sectaires après les événements de 1994. Cette surveillance accrue est documentée dans les rapports annuels des services de renseignement helvétiques. Au Québec, les drames liés à l'OTS ont contribué à une sensibilisation accrue aux risques sectaires. Des campagnes d'information et des ressources pour les victimes ont été développées. La province a également renforcé ses procédures de signalement des dérives sectaires. La Sûreté du Québec conserve dans ses archives patrimoniales une documentation complète sur les événements liés à l'OTS au Canada. Ces archives constituent une source historique précieuse pour les chercheurs et les journalistes s'intéressant à cette affaire. L'affaire de l'OTS a contribué à améliorer les mécanismes de coopération internationale dans les affaires transnationales impliquant des mouvements sectaires. Des protocoles de partage d'informations entre polices françaises, suisses et canadiennes ont été développés après 1994. En 2022, Radio-Canada produit une série documentaire sur l'OTS. En 2024, la RTS commémore les 30 ans des massacres. Ces productions médiatiques maintiennent la mémoire de l'affaire et contribuent à la prévention des dérives sectaires auprès du grand public. En 2026, 32 ans après les premiers massacres d'octobre 1994, l'affaire de l'Ordre du Temple solaire reste officiellement non résolue sur ses aspects fondamentaux. Aucune condamnation pénale n'a été prononcée pour les 74 meurtres. Michel Tabachnik, acquitté en Suisse et relaxé en France, vit sous son identité habituelle. Son acquittement et sa relaxe sont des décisions judiciaires définitives. Il n'est l'objet d'aucune procédure pénale active en rapport avec l'OTS en 2026. Pour les familles des 74 victimes, 2026 marque 32 ans d'absence de justice pénale pour les meurtres de leurs proches. Certains proches sont eux-mêmes décédés depuis les événements. Jean Vuarnet, père de Patrick et Grégoire, est mort en 2017. Le titre de l'analyse documentée de l'Institut national de l'audiovisuel, mise à jour en 2025, résume en 4 mots l'état de l'affaire. Une affaire jamais résolue. Cette formule est une conclusion factuelle, pas un jugement de valeur. En 2026, 3 questions fondamentales restent ouvertes. Premièrement, qui a orchestré le massacre du Vercors en décembre 1995, plus d'1 an après la mort des 2 fondateurs? Deuxièmement, existe-t-il des commanditaires extérieurs non identifiés? Troisièmement, y a-t-il des victimes non comptabilisées? La question de l'organisation du massacre du Vercors en décembre 1995 est la plus troublante. En décembre 1995, Dimambro et Jouret sont morts depuis plus d'1 an. Quelqu'un,
ou plusieurs personnes, a maintenu la structure opérationnelle de l'ordre? L'enquête française n'a pas répondu à cette question. Christiane Bonnet, psychothérapeute genevoise auditionnée sans être poursuivie après 1994, est l'une des survivantes connues proches de l'élite de l'ordre. Ses contacts répétés avec Jouret dans les jours précédant la découverte des massacres restent documentés mais inexpliqués. Le média d'investigation français, Les Jours, a documenté la contre-enquête menée par l'une des familles de victimes. Cette contre-enquête privée, motivée par l'insatisfaction face aux résultats judiciaires officiels, a permis de rassembler des éléments que les enquêtes officielles n'avaient pas traités. Les contre-enquêtes privées et journalistiques se heurtent à des limites documentées. Absence de pouvoir d'audition, d'accès aux archives judiciaires confidentielles et de capacité à contraindre des témoins à parler. Leurs apports réels ne peuvent pas se substituer à une procédure judiciaire officielle. L'affaire de l'ordre du Temple solaire est devenue un cas d'école pour la criminologie, la sociologie des religions et la psychologie sociale. Elle est étudiée dans des universités de plusieurs pays comme exemple documenté d'un mouvement sectaire apocalyptique ayant conduit à des massacres collectifs. L'affaire de l'OTS a permis d'identifier et de documenter des signaux d'alerte caractéristiques des mouvements sectaires dangereux. Doctrine apocalyptique, isolation des membres, demande financière croissante, déification des dirigeants, désignation d'ennemis internes et externes. L'arrestation de Luc Jouret en 1993 pour tentative d'acquisition illégale d'armes était un signal d'alerte clair sur la radicalisation de l'ordre. Ce signal n'a pas conduit à une surveillance renforcée de l'OTS. Les massacres ont eu lieu moins d'un an plus tard. La leçon institutionnelle principale de l'affaire de l'OTS est documentée. Les mouvements ésotériques présentant des caractéristiques d'isolement, d'armement, de doctrine apocalyptique et de demandes financières excessives doivent faire l'objet d'une surveillance proactive. La leçon judiciaire principale est l'importance d'une coopération internationale coordonnée dès le départ dans les affaires transnationales. Dans le cas de l'OTS, chaque pays a géré sa procédure de façon trop autonome, nuisant à l'efficacité globale de la réponse judiciaire. L'éducation à l'esprit critique et à la reconnaissance des mécanismes sectaires est l'une des réponses structurelles identifiées après les drames de l'OTS. Des programmes d'information ont été intégrés dans certains systèmes éducatifs en France et au Québec. La protection des personnes vulnérables, en état de fragilité psychologique, de deuil ou de crise existentielle, contre le recrutement sectaire est un enjeu documenté. Ces personnes sont particulièrement ciblées par les mouvements sectaires qui exploitent leur fragilité. En 2026, les ressources disponibles pour les victimes de dérives sectaires et leurs familles comprennent la Miviludes en France, l'UNADFI, le centre Roger Icor et leurs équivalents en Suisse et au Québec. Ces ressources sont gratuites et accessibles. 30 ans après l'OTS, des mouvements présentant des caractéristiques similaires, doctrine apocalyptique, isolation des membres, déification des dirigeants, continuent d'exister et de recruter. Les leçons de l'OTS restent d'actualité. La vigilance permanente est la réponse la plus efficace documentée contre les dérives sectaires. Cette vigilance concerne les individus, les familles, les institutions et les médias qui doivent tous jouer un rôle dans la détection précoce des comportements sectaires problématiques. En France, rapport Geste-Guyard 1996, loi Abou-Picard 2001, Miviludes 2002. En Suisse, renforcement de la surveillance institutionnelle. Au Canada-Québec, sensibilisation accrue, ressources d'aide. Ces réformes documentées constituent l'héritage institutionnel direct de l'affaire de l'OTS. L'histoire de l'ordre du Temple solaire est celle d'une manipulation exercée sur des personnes instruites et influentes par des dirigeants habiles et sans scrupules. Elle dit que l'éducation, le statut social et la réussite professionnelle ne protègent pas de l'emprise sectaire. L'affaire dit également que nos sociétés peuvent produire des mouvements capables de conduire des centaines de personnes à une adhésion mortifère. Cette capacité n'a pas disparu avec l'OTS. Elle est documentée dans des mouvements contemporains au profil similaire. Les familles des victimes de l'OTS ont joué un rôle central dans le maintien de la mémoire de cette affaire et dans l'obtention de réformes. Leur combat documenté est un exemple de résilience face à la double épreuve de la perte et de l'absence de justice.
Ce documentaire en 4 actes est une contribution au combat contre l'oubli. Les 74 victimes de l'ordre du Temple solaire méritent d'être connues, nommées et rappelées, non comme des statistiques, mais comme des personnes. Antonio Dutoit, Suzanne Dutoit, Christopher Emmanuel Dutoit, Joseph Dimambro, Dominique Bellaton, Emmanuel Dimambro, Robert Ostigui, Jocelyne Grandmaison, Robert Falardeau, Jean-Pierre Vinet, Camille Pilet et 63 autres. Patrick Vuarnet, Edith Vuarnet, Grégoire Vuarnet, Jean-Pierre Lardancher et 12 autres personnes, dont 3 enfants, mortes dans le Vercors en décembre 1995. Les 5 personnes mortes à Saint-Casimir au Québec en mars 1997. Elles constituent le dernier groupe de victimes de l'ordre du Temple solaire dans son histoire documentée. Les 23 victimes retrouvées à Chéry dans le canton de Fribourg, en Suisse, le 5 octobre 1994. 10 hommes, 12 femmes et un enfant. Les 25 victimes retrouvées à Salvan, dans le Valais, le 5 octobre 1994. Parmi elles, 6 enfants, dont Emmanuel Dimambro, 12 ans. Les 5 victimes retrouvées à Morin Heights, au Québec, le 30 septembre 1994. Parmi elles, la famille Dutoit et leur bébé de 3 mois. Source 1. Wikipédia FR. Article Ordre du Temple solaire. Mise à jour en 2026. La source la plus complète et la plus rigoureusement documentée disponible publiquement sur cette affaire. Source 2. Institut national de l'audiovisuel, suicide collectif de l'ordre du Temple solaire, une affaire jamais résolue, publiée en 2014, mise à jour en 2025. Analyse rigoureuse appuyée sur les archives audiovisuelles françaises. Source 3, Radio-Télévision Suisse. Il y a 30 ans, l'ordre du Temple solaire et ses 53 tués causaient un traumatisme national. 2024. Perspective suisse, documentée sur le 30e anniversaire des événements. Source 4. Sûreté du Québec, patrimoine, affaire de l'ordre du Temple solaire. La perspective policière canadienne officielle sur les événements de Morin Heights et Saint-Casimir. Source 5. Radio-Canada. Une série documentaire sur la sombre histoire de l'ordre du Temple solaire, 2022. Série documentaire approfondie produite par le diffuseur public canadien. Source 6. Les jours. La deuxième nuit du Temple solaire. Enquête d'investigation française documentant notamment la contre-enquête menée par une famille de victimes. Tous les faits présentés dans ce dossier en 4 actes sont vérifiés sur des sources officielles. Aucune hypothèse n'est présentée comme un fait établi. Les informations non confirmées ont été explicitement signalées comme telles. L'ordre du Temple solaire. Fondé en 1984. 74 morts entre 1994 et 1997 en Suisse, en France et au Canada. Aucune condamnation pénale. Un héritage législatif institutionnel en France, en Suisse et au Canada. Une affaire officiellement non résolue en 2026. L'affaire de l'ordre du Temple solaire n'appartient pas uniquement au passé. Les mécanismes qu'elle a révélés, endoctrinement, manipulation, exploitation, sont présents dans des mouvements contemporains. La mémoire de cette affaire est une protection. Si vous ou un proche reconnaissez des signes d'emprise sectaire, contactez la Mivilude en France, l'UNADFI ou leurs équivalents en Suisse et au Québec. Ces structures proposent des ressources gratuites et confidentielles. Ce dossier en 4 actes est dédié aux 74 victimes de l'ordre du Temple solaire, à leurs familles et à tous ceux qui luttent chaque jour contre les dérives sectaires. Pour Christopher Emmanuel Dutoit, 3 mois, la plus jeune victime. Pour Emmanuel, 12 ans, une vie confisquée depuis sa naissance. Pour les 3 enfants morts au Vercors en décembre 1995. Pour Patrick Vuarnet, 28 ans, golfeur professionnel, fils de champion olympique. Pour Robert Ostigui, maire, serviteur public. Pour Jocelyne Grandmaison, journaliste, femme de mots. Pour Antonio Dutoit, mort pour avoir dit la vérité. Pour les 74 victimes de l'ordre du Temple solaire, les victimes ont un nom. Abonnez-vous à Affaires classées et activez la cloche. Chaque semaine, un dossier criminel documenté avec rigueur. Pour les victimes, pour la vérité
l'Ordre du Temple solaire. Fondé en 1984, 74 morts entre 1994 et 1997 en Suisse, en France et au Canada. Aucune condamnation pénale. Un héritage législatif institutionnel en France, en Suisse et au Canada. Une affaire officiellement non résolue en 2026. Partagez ce dossier avec quelqu'un qui ne connaît pas cette affaire. 74 personnes méritent que leur histoire soit connue.